Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures, bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les principaux faits. Le président de la République a reçu aujourd'hui le président de l'État de Puntland de la Somalie. Également dans l'actualité nationale, l'inauguration d'un terrain agricole avec la méthode de type hydroponique à PK30. Et dans l'actualité internationale, sport, Ligue des Champions, Dortmund a renversé le PSG hier soir et l'Atlético a été surpris Liverpool. Bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui, mardi en fin de matinée, donc au palais de la République, le président de l'État de Puntland en Somalie, Saïd Abdullahi Deni, qui est à la tête d'une importante délégation, effectue depuis hier une visite de travail de 48 heures à Djibouti. Le déplacement du président Deni, une première à Djibouti, s'inscrit dans le cadre des contacts et échanges directs et périodiques entre les dirigeants des deux pays. Les relations d'amitié et de coopération entre la République de Djibouti et le Puntland ont été évoquées au cours de cette rencontre. Les discussions ont ensuite été étendues au partenariat stratégique que les deux parties entretiennent dans plusieurs domaines d'intérêt, la complémentarité économique et la coopération sécuritaire. Les perspectives de plus grande collaboration et échanges économiques qui s'offrent aux deux parties à l'aune de leur interconnectivité de plus en plus générale et relayée entre autres par une mutualisation de leur système de télécommunication et par un renforcement significatif des voies de jonction ont été abordés lors de cette réunion élargie de travail. Et à ce propos, les échanges ont surtout porté sur les potentialités de télécommunications nouvelles qui sont susceptibles d'être exploitées par les deux parties à l'orée de la réalisation désormais quasi achevé du projet de DER One. Le ministre des Ports et des Transports maritimes, Mohamed Abdi, et le ministre de l'Environnement et de l'Agriculture ont pris part à cette audience de travail. Et côté djiboutien, le ministre de la Communication, chargé des Postes et des Télécommunications, Radouane Abdullahi Badoun, le ministre de l'Équipement et des Transports, le secrétaire général de la Présidence et l'ambassadeur de Djibouti à Mogadiscio ont assisté à cette réunion. Djibouti et le Puntland en partagent des liens exceptionnels tirant leur caractère privilégié à travers une communauté de culture, de langue, de valeurs et de proximité territoriale immédiate, a déclaré le président Deni au cours d'une interview accordée à la presse. La commission mixte Djibouti-Turquie a tenu sa 4e session les 18 et 19 février à Ankara en Turquie. La délégation djiboutienne conduite par Mahmoud Ali Youssouf, ministre des Affaires étrangères, était composée de plusieurs membres du gouvernement, de président de l'autorité des ports et des zones franches, du président de la Chambre de commerce ainsi que de nombreux hauts cadres des départements ministériels. Donc, la délégation turque était présidée par Mehmet Turhan, ministre des Transports et des Infrastructures de la République de Turquie. Les chefs des deux délégations ont fait des exposés détaillés sur les récents développements économiques dans leurs pays respectifs, examiné les relations multidimensionnelles qui existent entre les deux pays et ont réaffirmé leur détermination à poursuivre le développement de la coopération bilatérale dans les domaines d'intérêt. Le ministre des Affaires étrangères a souligné l'attachement de Djibouti au renforcement des relations multisectorielles avec la Turquie qui se sont illustrées par la réalisation de projets significatifs à l'instar du barrage de l'Amitié ou de la faculté d'ingénierie. Le ministre turc des Transports a de son côté évoqué la situation des échanges commerciaux entre les deux pays qui ont connu cette année une croissance fulgurante et qui seront amenés à augmenter avec l'établissement d'une zone économique turque à Djibouti. Et à la suite de ces discussions, le ministre des Affaires étrangères et le ministre turc et des Infrastructures donc ont procédé à la signature du procès verbal de la 4e session de la commission mixte ministérielle Djibouti-Turquie. Et lors de cette commission mixte, un accord portant sur la coopération entre le Centre de leadership et d'entrepreneuriat de Djibouti et le Centre pour l'appui des petites et moyennes entreprises de la Turquie, dénommé KOSGEB, a été signé par leurs responsables respectifs. En nouvelle nationale à présent, une cérémonie de pose de première pierre s'est déroulée aujourd'hui dans le secteur de PK30. Le ministère de l'Agriculture, en collaboration avec le ministère du Budget, donc, est financé par une société américaine dénommée Universal Construction Firm, un projet qui va porter dans une première phase, donc pour le forage sur 5 premiers hectares qui seront exploités avec la méthode dite hydroponique pour ensuite procéder à la seconde phase, la plantation essentiellement en matière de légumes. En effet, ce projet ne s'arrêtera pas là
Pour le long terme, la surface que couvrira ce projet s'étalera sur 250 hectares, dont 150 hectares exclusivement réservés à la production agricole. Une production maraîchère donc longuement suffisante pour le marché extérieur, une centaine de parties réservées à l'exportation. L'enveloppe prévue pour la réalisation de ce projet agricole s'élève à 300 millions de dollars, un projet qui vient sous forme de partenariat public-privé. Et cette cérémonie a vu la participation donc du ministre de l'Agriculture, du ministre du Budget, du ministre de la Santé, celui du Travail, de l'Environnement, du secrétaire d'État à la Jeunesse et au Sport et du préfet de la région d'Arta, ainsi que des députés et représentants locaux. Pour rappel, des milliers de Djiboutiens pourront se doter d'un périmètre de terrain agricole avec une technique agricole moderne appelée donc hydroponique. 7 à 9 récoltes sont prévues donc pour les 2 mois. Écoutons à présent l'intervention du ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awale, qui explique l'objet ainsi que la définition de la méthode dite hydroponique. Après le barrage, la réalisation du barrage à l'initiative de son Excellence Ismaël Omar Guelleh, avec le soutien financier de la République frère de Turquie, nous voilà aujourd'hui réunis ici pour valoriser ce barrage et mettre en place avec notre pays frère, la République fédérale des États-Unis, pour travailler avec nous. Et ce pays nous démontre que l'attractivité du territoire djiboutien, des investisseurs américains ont donné confiance à la République de Djibouti pour investir 300 millions de dollars dans le cadre de la réduction de la dépendance alimentaire de Djibouti. Concernant la culture hydroponique, c'est ni plus ni moins une variété, je dirais une composante de culture que vous avez l'habitude de voir, culture sous abri, culture sous sol, avec irrigation goutte à goutte. On n'a plus besoin dans le monde, grâce à la technologie très avancée, le sol n'est plus important. Comme disait mon prédécesseur, c'est l'eau qui est le facteur le plus important. Je voudrais dire également que ce projet va permettre de réduire la balance de paiement de la République de Djibouti. Une fois que la production nationale est assurée, il y aura l'exportation. Et les économistes ici présents connaissent, ça va non seulement réduire la balance de paiement, mais augmenter de je ne sais quel pourcentage la croissance économique de Djibouti. Parce qu'il ne faut pas uniquement se focaliser sur l'économie des services dirigée, conduite, pilotée par la chaîne de transport. Il faut diversifier les économies. Avec Djibah, l'exportation de poissons et de fruits de mer, à l'antipode, à l'œil Haddad, toujours dans la région d'Arta, c'est un investisseur américain aussi qui a vraiment mis 6 millions de dollars pour faire la production halieutique. Aujourd'hui, nous assistons à la production agricole nationale. Et demain, la production de viande, pourquoi pas. Écoutons à présent l'intervention du ministre du Budget, Abdelkarim Aden Cher, principal partenaire de ce projet, qui a rappelé l'ampleur de ce projet et son impact futur. Un vaste projet agricole capable de couvrir la totalité de la demande du marché local en fruits et légumes. Un projet qui se veut être social, mais aussi moderne. Social puisqu'il permettra à des milliers de Djiboutiens de se doter d'un périmètre agricole, car ce projet sera réalisé avec les techniques agricoles modernes. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous procédons à la pose de la première pierre de la première phase du projet qui consiste à construire plusieurs structures agricoles sur les 5 premiers hectares, car il s'agit de bien plus que cela. Au fait, à long terme, la surface de ce projet s'étalera sur 250 hectares, dont 150 hectares exclusivement réservés à la production agricole, d'où une production maraîchère largement suffisante pour le marché intérieur. Mais il est même prévu d'exporter une certaine quantité de cette production. Bon nombre d'entre nous s'interrogent sur le choix de ce site.
En effet, ce site est situé à proximité du plus grand barrage de notre pays. Mais aussi, après des études faites par des experts, il s'avère que la terre de ce site est extrêmement fertile. Rappelons que l'enveloppe prévue pour la réalisation de l'ensemble du projet s'élève à plus de 300 millions de dollars. Un projet qui sera réalisé sous forme de partenariat public-privé. Au-delà de l'envergure de ce projet, qui, j'en suis sûr, transformera le paysage agricole de notre pays, il revient à tout à chacun de l'accompagner, de croire en la capacité de notre pays, de pouvoir mettre en place un secteur agricole susceptible d'alimenter une autosuffisance alimentaire et à terme contribuer à notre balance de paiement. Il faut faire preuve d'intelligence collective pour citer que le ministère de l'Agriculture. Cette intelligence collective, vous l'avez bien compris, c'est la méthode gouvernementale fixée par son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qu'Allah l'assiste, mise en place pour construire une action publique efficace. C'est ainsi que nous avons construit ce projet autour de 3 axes. Une action publique efficace autour de l'idée d'une agriculture constituant une filière économique avec une chaîne de valeur et des métiers d'expertise avec des compétences clés. Plus précisément, une filière agricole qui a son propre modèle économique, mobilisant les compétences clés pour assurer un bon fonctionnement. Enfin, j'adresse mes remerciements à l'ensemble des acteurs qui, depuis plusieurs mois, ont travaillé d'arrache-pied pour concrétiser ce projet. Je pense particulièrement aux promoteurs du projet des États-Unis d'Amérique, en l'occurrence M. Dirané et M. Peter Dean, mais également au cadre du ministère de l'Agriculture, en premier lieu le ministre de l'Agriculture, et sans oublier mes propres collaborateurs. Je vous remercie. Santé à présent, le ministre de la Santé, Mohamed Al-Samadiri, et la représentante de l'UNICEF à Djibouti ont procédé aujourd'hui au cabinet du ministre à la signature du plan de travail biannuel 2020-2021. Ce plan de travail s'inscrit dans le cadre du programme de coopération intitulé Survie et développement de l'enfant. Cette cérémonie de signature s'est déroulée en présence du secrétaire général et des cadres du ministère de la Santé et de l'UNICEF. Le programme de coopération 2020-2021 entre le ministère de la Santé et l'UNICEF permettra d'appuyer plusieurs domaines d'action du ministère de la Santé. Ce plan de travail annuel entre le ministère et l'UNICEF s'élève à quelques 675 998 000 francs Djibouti. Suite à cette signature, le ministre de la Santé a indiqué que les fonds mis à la disposition du ministère seront utilisés en vue d'accélérer pour atteindre donc les objectifs concernant la santé de la mère et de l'enfant. Il a saisi cette occasion pour remercier l'UNICEF pour l'appui constant et régulier à la République de Djibouti et tout particulièrement au département de la santé. Toutes les activités sont effectives. Donc, il y a aussi les données pour établir le baseline et pour faire un suivi efficace. Donc, je vraiment voudrais voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour avoir les données au niveau de l'enquête, mais aussi à niveau administratif de chacun. Et assurer qu'on peut renforcer les capacités du système de santé pour fournir de l'information qualitative, quantitative. Et de son côté, le ministre de la Santé, Mohamed Al-Samadiri, a souligné que conformément au plan national de développement sanitaire, que ce plan de travail annuel contribuera à la réalisation des objectifs stratégiques en matière de réduction de la mortalité maternelle et infantile. La représentante de l'UNICEF à Djibouti, nous venons de procéder à la signature de documents de coopération pour les activités opérationnelles entre le ministère de la Santé et l'UNICEF. Il s'agit du plan de travail biannuel 2020-2021 venant en appui aux activités de la santé de la mère et de l'enfant avec une dotation de 3 839 200 $, soit l'équivalent de 679 538 400 francs Djibouti. Ce nouveau plan annuel, qui est conforme à la politique nationale en matière de santé, le PNDS 2020-2024, contribuera sans nul doute à la réalisation des objectifs stratégiques en matière de réduction de la mortalité maternelle
et infantile. Pour clore mes messages, je tiens à exprimer toute ma gratitude au nom du gouvernement et du peuple djiboutien pour cet appui financier au volet de la santé de la mère et de l'enfant et de me réjouir de l'excellente coopération qui existe depuis toujours entre nos deux institutions, qui est le ministère de la Santé et l'UNICEF. Et je vous en remercie, madame. Dans le cadre de la semaine de la culture, de la semaine nationale de la culture et de la célébration de la journée internationale de la langue maternelle, se sont tenus à Djibouti des ateliers thématiques de réflexion axés sur les langues maternelles et leur place dans le développement, tant au niveau de la culture de la paix, de l'éducation et du développement durable, co-présidé donc par le Somali Pen et l'Afar Pen. La cérémonie d'ouverture officielle a été présidée par le ministre Moumin Hassan Barre, ministre des Affaires musulmanes, de la culture et des biens Warf, avec la participation des intellectuels, chercheurs et écrivains, artistes nationaux et de la région, des membres du Somali Pen et Afar Pen et des médias, sans oublier les présidents des deux institutions, Somali et Afar Pen, à savoir Ismaël Hussein Tani et Alwan Burhan, ainsi que de nombreuses personnalités. Il y a lieu de rappeler que l'ensemble de ces activités sont placées sous le patronage du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Et au cours de cette cérémonie, le ministre Moumin Hassan Barre a, dans son intervention, rappelé la place déterminante de la langue maternelle en établissant donc une comparaison avec la mère biologique qui témoigne ainsi de l'importance de la mère dans la vie familiale et par extension de la langue maternelle dans toutes les étapes de la vie culturelle, de l'éducation économique et sociétale. Le ministre a insisté sur l'engagement total du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, dans la sauvegarde et la promotion des langues maternelles. Il a survolé également l'historique des réalisations de Djibouti dans le domaine des langues maternelles et a salué la présence de deux présidents de Afar Pen et Somali Pen, à savoir Alwan Burhan, homme de culture, et Ismaël Hussein Tani, qui possède une longue et riche expérience dans ce domaine. Et le ministre des Affaires musulmanes, de la culture et des biens Warf, Moumin Hassan Barre, a présidé également la cérémonie de remise des prix aux lauréats de la compétition nationale de mémorisation du Saint-Coran qui s'est déroulée au Sheraton Hotel. Le concours national est organisé annuellement pour découvrir les jeunes talents parmi les jeunes garçons et jeunes filles ayant la capacité de mémoriser les 30 chapitres du Saint-Coran. Les candidats sont sélectionnés selon les trois catégories: la récitation donc par cœur de la totalité du Saint-Coran ou la mémorisation des 20 et de 10 chapitres. Concernant le nombre de participants, il est à noter qu'il y a une nette hausse par rapport à l'année dernière. Quelques 152 participants, garçons et filles confondus, ont pris part à ce concours national, dont 30 filles issues des différentes écoles coraniques agréées. Après les séances de sélection, le jury a procédé au choix des meilleurs compétiteurs. Ainsi, 30 gagnants au total ont reçu les premières places et méritent les prix qui ont été remis lors de cette cérémonie. La direction des affaires musulmanes et le service des mosquées et des concours coraniques ont organisé cet événement en collaboration avec les centres et les écoles de l'enseignement coranique. Et au cours de son allocution prononcée, le ministre a tenu à féliciter les jeunes gagnants en les encourageant à persévérer pour maintenir la capacité de mémorisation et de se préparer pour le grand concours régional du Saint-Coran qui se tiendra à Djibouti durant le mois béni du Ramadan. Sous la supervision de la secrétaire générale du secrétariat d'État à la jeunesse au sport, Khadija Ibrahim Idriss, le directeur du département sport a rencontré ce matin dans la salle de réunion du ministère plusieurs responsables des fédérations sportives djiboutiennes dans le cadre d'une cérémonie de signature de conventions et de remise partielle des subventions annuelles. Outre les responsables du secrétariat d'État, plusieurs présidents des fédérations, notamment de natation, de sport de boule, de tennis de table, de handball, de cyclisme, de judo et de kung-fu wushu ont pris part à cette rencontre. La secrétaire générale a rappelé donc les grandes lignes définies lors d'une première rencontre et s'est félicitée de la présence de ces présidents des fédérations qui, comme affirmé par le directeur des sports, se sont distingués pour leur travail avec abnégation. Et pour le secrétariat d'État, c'est désormais la politique de la méritocratie qui prévaut, espérant que cela dynamisera les motivations des uns et des autres. Et aujourd'hui, nous allons pouvoir travailler dans de bonnes conditions.
Également dans l'actualité, après son lancement en novembre, l'équipe de Djibouti Télécom, avec à sa tête son directeur général, Mohamed Assoui Bouh, a rencontré les partenaires pour leur présenter la plateforme Mobile Money. Et donc cette plateforme de paiement mobile qui permet aux personnes de payer en ligne leur compte de Mobile Money, en d'autres termes un paiement mobile détenu auprès des banques et de l'opérateur Djibouti Telecom. Le Digital Mobile Money, cette plateforme va faciliter à faire tout transfert de fonds entre comptes de Mobile Money en temps réel et à coût réduit. Cette plateforme réunit les fournisseurs de services financiers et clients au sein d'un réseau unique. Cette rencontre avec les partenaires de la place a permis à la société Djibouti Telecom de présenter cette plateforme, mais aussi d'échanger avec ces opportunités, sur ces opportunités et de fil en aiguille, voir ensemble l'évolution du numérique qui présente aujourd'hui cette nouvelle économie. Il convient également de rappeler que le lancement du transfert mobile est un moyen qui contribue davantage à l'inclusion financière de notre pays, ainsi qu'une sorte de décentralisation économique permettant à une large clientèle d'avoir accès à un moyen d'achat et de paiement. Et lors de cette présentation, le directeur général de Djibouti Telecom, Mohamed Assoui, n'a pas manqué de faire un clin d'œil à l'écosystème du Mobile Money et souhaiter améliorer le réseau de compréhension des modèles opérationnels afin de construire des relations entre partenaires tout en créant des liens entre les opérateurs autour de cette pratique. Nous l'écoutons. Ce qu'on voudrait expliciter aujourd'hui, exprimer, vous soumettre, c'est la forme des partenariats. Le concept de building together, construisons ensemble quelque chose, et Digital Money Ecosystem. C'est vrai que lors de la dernière réunion que nous avons eue ici également, au mois de novembre, on avait expliqué qu'aujourd'hui, le monde digital évolue. Le monde va tellement vite avec le digital que les anciens modèles ne sont plus valides ou valables aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est des écosystèmes qu'il faudra mettre en place, avoir des partenariats solides. Chacun doit apporter son savoir-faire pour qu'on essaye en fait de construire un modèle où tout le monde va gagner. La finalité, c'est que tout le monde gagne quelque chose. Et ensemble, je pense qu'on peut réaliser cet écosystème pour la monnaie digitale. Donc derrière tout ça, il y a le concept de Djibouti Digital, qui est un plus grand concept où nous devrons à terme aussi, avec donc, le ministère et le gouvernement de Djibouti Telecom, transformer l'ensemble des services, dématérialiser l'ensemble des services administratifs du pays. Donc je vais rapidement donc vous décrire ce qu'aujourd'hui nous souhaitons vous présenter. Je vais faire un bref rappel sur les objectifs du Mobile Money. Donc au point 2, nous allons aborder les agents agréés, en fait, donc leur rôle et comment ils vont s'insérer dans l'écosystème, les différents services proposés, la circulation de la digital money et l'écosystème, et nous ferons après des démonstrations. Enfin, nous répondrons à vos questions. Donc, introduction objectif, ça, on l'avait déjà vu la dernière fois, c'est juste un bref rappel pour rafraîchir un peu le mémoire. Utiliser le téléphone mobile comme portefeuille de monnaie électronique, donc offrir des services monétiques simples, d'emploi performants et compétitifs, créer un impact en matière de création d'emplois et création d'activités annexes génératrices de revenus supplémentaires pour le PME. Donc, les bénéfices pour les partenaires donc, que vous êtes ou que vous allez devenir, cibler aussi bien la population bancarisée que la population non bancarisée. Donc, on va mutualiser les investissements en infrastructure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que ça ne sert à rien, c'est que chacun construise son autoroute. Donc, si on construit ensemble une grande autoroute où tout le monde va utiliser, elle serait bénéfique pour tout le monde. Suite au constat sur le marché du travail de l'existence des infractions sur la régularité des travailleurs étrangers et le non-respect de certaines dispositions relatives au contrat des travailleurs, le ministère du Travail, à travers les administrations du marché du travail, comme l'Inspection générale du travail et des lois sociales et l'ANEFIP, a décidé de lancer une série de contrôles de régularité sur tous les chauffeurs des véhicules de toute catégorie. C'est dans cette optique qu'une réunion technique relative à la planification des opérations de contrôle a eu lieu dans les locaux du
commissariat central entre les cadres de l'administration du travail et les responsables de la police nationale, rappelant que les contrôles de régularité consistent à lutter contre les travailleurs en situation d'irrégularité sur le marché du travail et se dérouleront dans la capitale de façon permanente avec l'assistance de la police nationale, principal partenaire des institutions du marché du travail. Faire respecter les lois et les réglementations en vigueur en République de Djibouti. Nous allons porter notre travail sur d'autres secteurs, pas que sur le secteur du chauffeur routier, mais sur les autres secteurs, les vendeurs, les magasiniers, toute personne étrangère qui travaille sur le territoire national et qui est habilitée à disposer d'une autorisation de travail afin d'avoir un titre de séjour. Écoutons à présent les propos du commandant de la brigade des enquêtes et des délégations judiciaires de la police nationale. Ici pour discuter des voies et moyens à mettre en œuvre pour pouvoir travailler ensemble et collaborer sur la thématique de la protection des travailleurs djiboutiens dans les métiers qui sont protégés par nos lois nationales. La réunion d'aujourd'hui a porté d'abord sur la mise en place d'un mécanisme de travail entre les différentes agences. Et pour ce qui est de la police nationale, les instructions émanant de la haute hiérarchie de la police étaient de donner main forte à ces deux départements du ministère de l'Emploi pour que, à la fois, les contrôles de routiers qui étaient faits déjà par la brigade de la circulation routière au quotidien prennent en considération cette stratégie du ministère de l'Emploi et qui vise à protéger des métiers tels que le métier de chauffeur pour les nationaux. Donc, et nous savons déjà que la brigade de la circulation routière a un maillage territorial impressionnant dans ce sens où ils sont présents dans tous les carrefours, dans tous les artères et dans toutes les intersections et points d'entrée de la ville de Djibouti et la commune de Balbala. C'est la raison pour laquelle le lieutenant de la brigade de la circulation routière est ici aujourd'hui avec nous. Il a non seulement bénéficié des présentations qui ont été faites par les deux directeurs de l'ANEFIP et de l'inspection de travail qui nous ont fait part de volonté et surtout de la politique du ministère de l'Emploi qui vise à protéger ces métiers. Donc, dès aujourd'hui, sans tarder, la police nationale a commencé à ajouter dans les contrôles qu'elle faisait déjà au quotidien, que ce soit les autorisations de séjour, l'autorisation de travail, en ajoutant en fait les nouveaux critères qui nous ont été communiqués par les responsables ici présents pour que nous combattons ensemble l'exercice illégal du métier de chauffeur. Autre nouvelle du pays, le médiateur de la République, Dr Kassim Essar, a entamé une tournée d'information et de sensibilisation dans les régions de l'intérieur pour informer les populations locales de la mise en place d'un comité regroupant le médiateur de la République, le préfet, le président du conseil régional ainsi que les élus de la région pour collecter, traiter et solutionner les doléances des administrés. Le médiateur a débuté sa tournée par la région d'Addis Abeba et donc sur place, ce médiateur a été reçu par le préfet, les élus locaux. Les doléances avec la population locales ont été très fructueuses et riches en réclamations qui ont toutes trouvé des réponses concrètes. Et le médiateur de la République, Dr Kassim Essar, s'est réjoui dans son intervention du début de cette tournée et a remercié donc les autorités de la région d'Addis Abeba. Notre réunion, c'est de s'unir notre force pour que le problème de la population d'Addis Abeba puisse être traité sur place. Parce que plus nous serons unis, plus nous aurons des résultats satisfaisants. Voilà l'objet de notre réunion d'aujourd'hui. C'est une réunion de travail qui va se poursuivre aussi dans les régions de l'intérieur et sur instruction du chef de l'État, le président de la République, son Excellence M. Soumaïla Omar Guelleh, que je suis aujourd'hui dans cette région pour qu'on puisse mettre sur pied un petit comité qui aura pour rôle de récolter les doléances de la population au niveau de chaque région et essayer de résoudre sur place pour éviter que les plaignants se déplacent jusqu'à Djibouti.
Direction Tadjoura à présent, où l'ambassadeur du Japon à Djibouti a procédé à la signature d'un micro-projet communautaire et de proximité contribuant à la sécurité humaine en faveur de l'association des femmes de Tadjoura présidée par Hassan Ali, président de l'association des femmes de Tadjoura, l'AFT. Ce projet, dont le montant s'élève à 10 millions de nos francs, sera réalisé par l'AFT. Il s'agit de l'extension du centre de l'autonomisation des femmes qui a été construit grâce au financement du Japon en 2014. Et à travers ce projet, un bâtiment disposé donc d'une salle de cuisine, d'un stock sera construit et il permettra désormais aux femmes de Tadjoura de suivre les cours en cuisine et d'effectuer des activités associatives pour améliorer leurs revenus. Le Japon a décidé aujourd'hui de financer la construction d'un nouveau bâtiment d'extension au centre qui fait en ce moment l'objet de signature de conventions. Ce bâtiment que nous avons dénommé Centre d'autonomisation des femmes a pour objectif principal de former des femmes et des jeunes désoscolarisés issus de régions du Nord dans le domaine des métiers en vue d'une insertion rapide dans la vie active. En effet, la formation professionnelle de jeunes demeure l'une des priorités de l'action de l'AFT. Ainsi, depuis l'ouverture de ce centre en 2014, plus d'une centaine de filles y sont sorties en inculquant des formations adaptées et diversifiées qui les rendent autonomes en termes de besoins économiques. Elles sont sur le marché du travail. Écoutons à présent l'intervention de l'ambassadeur du Japon à Djibouti, M. Koji Yonitani. Réjouis que notre ambassade puisse contribuer à l'autonomisation des femmes et à l'accessibilité aux opportunités d'emploi. Le projet permettra à l'Association des femmes de Tadjoura d'agrandir le centre d'autonomisation des femmes de Tadjoura. Le centre sera désormais capable d'ouvrir une nouvelle formation en cuisine. En effet, le centre existant lui-même a été construit en 2014 par le financement japonais, toujours dans le but de promouvoir l'autonomisation des femmes. Par ailleurs, l'association mène également des activités de sensibilisation sur l'éradication de MGF à son centre et dans la région. J'aimerais profiter de cette occasion pour féliciter les efforts continus de l'association pour l'insertion professionnelle et sociale des femmes djiboutiennes. Le développement des capacités humaines est primordial pour le développement social d'un pays. À cet égard, je souhaiterais sincèrement que la nouvelle formation en cuisine qui sera offerte après ce projet contribue également à l'amélioration de l'accessibilité à l'opportunité d'emploi pour les femmes de Tadjoura. L'Agence nationale des personnes handicapées poursuit donc ses opérations d'enregistrement biométrique des personnes handicapées à Djibouti en partenariat avec le ministère de la Santé. Cette fois-ci, l'agence est rendue au sein du 3e arrondissement afin d'enregistrer les personnes à besoins spéciaux. Le lancement de ces opérations a été fait le 12 février dernier par le directeur général de la NPH en présence de la maire de la ville de Djibouti. L'objectif étant de mettre à jour les données à caractère socio-démographique des personnes handicapées et aussi les données à caractère médicaux des personnes handicapées qui identifieront la situation de la personne, la typologie d'handicap, le degré d'handicap et le type d'accompagnement possible et adapté à ces besoins. Et sport, donc, pour clore cette édition, nous allons parler de la Ligue des Champions. Dortmund a renversé le Paris Saint-Germain et l'Atlético a surpris donc Liverpool en 8e de finale allée de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain a subi une frustrante défaite sur la pelouse de Borussia Dortmund qui a profité de l'excellente forme de sa pépite norvégienne, auteur d'un doublé pour matérialiser un retentissant succès 2-1, au-delà de la défaite forcément rageante pour le coach allemand Thomas Tuchel. Dans l'autre rencontre de la soirée, l'Atlético Madrid s'est imposé sur le plus petit des écarts face à Liverpool. Le club espagnol débutait la rencontre en boulet de canon et ouvrait le score sur sa première occasion. Et ce soir, donc, 2 autres rencontres sont au programme. Tottenham reçoit Leipzig et Valence se rend à l'Atalanta. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci pour votre très aimable attention. Excellente soirée sur Télé Djibouti.
4.